Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, focus politique sur le Niger. 2 ans après le coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, quel est l'état du pays sur le plan sécuritaire, socio-économique, politique sous la junte militaire? Pour faire le point, nous recevons Seydi Kaba, essayiste nigérien, président du Conseil international de réflexion sur les études du Sahel. Sans surprise, le président centrafricain a été investi pour la prochaine présidentielle prévue en décembre, mais l'annonce intervient dans un contexte politique tendu, alors que l'opposition réclame toujours l'ouverture d'un dialogue national avant toute avancée du processus électoral. Et nous irons à Rabat pour le 10e sacre des Nigérianes au football. Elles se sont imposées à la Coupe d'Afrique des Nations dans un match à guichet fermé face à des Marocaines qui ont bien failli créer la surprise. Le 26 juillet 2023, le général Abdourahmane Tiani renversait le président Mohamed Bazoum avec la promesse de restaurer la sécurité et la souveraineté du Niger. 2 ans plus tard, le pays est fragilisé, 1480 soldats tués, une économie exsangue avec un taux d'inflation record. Politiquement, la junte a dissous les partis et durci la répression. Rompu avec la CEDEAO, quel scénario s'offre au Niger? Peut-il sortir de l'impasse? Nous posons la question à Seydi Kaba, essayiste nigérien, président du Centre international des réflexions des études sur le Sahel, auteur de Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger chez l'Harmattan. Bonsoir et bienvenue Seydi Kaba. Bonsoir. Alors pour commencer, avez-vous des informations sur Mohamed Bazoum, le président élu et renversé? Dans quelles conditions de détention se trouve-t-il? Écoutez, le président Bazoum reste détenu 2 ans après dans des conditions très spartiates. Il partage avec son épouse Hadiza qui est restée à ses côtés un petit périmètre de 2 chambres avec une petite cour où il fait va-et-vient. Cette détention, je pense, n'honore ni le Niger ni ceux qui le détiennent dans ces conditions. Et toute solution à la crise politique au Niger passe absolument par la libération du président Bazoum, puisqu'il ne s'agit pas d'un dossier judiciaire. Je rappelle simplement que le 14 juin 2024, l'immunité du président Bazoum a été levée et son dossier a été judiciarisé, sauf que depuis 2024, il n'y a eu aucun acte judiciaire, donc sa détention est totalement arbitraire. Le Conseil, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a demandé sa libération, toutes les instances ont demandé sa libération, mais les militaires au pouvoir sont restés sourds face à ces demandes. En plus de la détention de Bazoum, les partis politiques ont été dissous. Diriez-vous que s'installe au Niger une dictature? Non, il y a un rétrécissement de l'espace de liberté. Il y a encore quelques possibilités de donner son point de vue, mais ça reste un peu arbitraire. Vous pouvez être arrêté comme vous pouvez ne pas être arrêté. Et je ne vois pas comment on pourrait envisager l'avenir démocratique sans qu'il y ait des partis politiques. Initialement, les partis avaient été dissous pour leur permettre de se reconstituer parce que à la veille du coup d'État, il y avait 172 partis sans qu'il y ait 172 offres politiques. Donc, il y a besoin d'assainissement. Et on avait pensé qu'il s'agit plutôt d'un assainissement que d'une dissolution ou un musellement de partis politiques. Tant qu'on ne remet pas en place de partis politiques, il n'est pas possible d'envisager un avenir démocratique dans le pays. Passons au plan militaire et en tout cas sécuritaire. La promesse justement des militaires, ça avait été de restaurer la sécurité dans le pays. 2 ans après, le moins qu'on puisse dire, c'est que la promesse n'est pas tenue et que même la situation s'aggrave sur le terrain. Comment vous l'expliquez? Oui, je crois que ça confirme ce qu'on avait dit déjà au moment du coup d'État, que le coup d'État était un coup d'État de convenance, qu'il n'y avait aucune raison de faire ce coup d'État parce que les 2 raisons qui ont été avancées, le plan sécuritaire et la gouvernance vertueuse, ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Vous avez rappelé en début d'émission qu'il y a 1480 soldats qui ont été tués. Ce qui est factuel, qui est indiscutable, le nombre d'incidents de sécurité a augmenté par rapport à la période avant le coup d'État. Le nombre de décès par incident a augmenté par rapport avant le coup d'État. La période du président Bazoum, le plus grand acte qui a été commis terroriste avait coûté la mort à 10 soldats.
Aujourd'hui, régulièrement, nous avons 50 morts, 60 morts. Et sur ce plan sécuritaire, la réponse n'a pas été au rendez-vous. Comme sur le plan d'ailleurs du deuxième argument, celui de la gouvernance vertueuse. Oui. Même la création de la commission de lutte contre la délinquance économique et financière et fiscale n'a pas donné de résultats. Et alors un dernier mot rapide sur le plan économique. Le Niger fait face à une inflation au record, malgré une croissance tirée par le pétrole. Là aussi, comment vous l'héritage du président Bazoum a été totalement gaspillé, puisque le président Bazoum a créé les conditions pour que le pays passe de 20 000 barils de production à 130 000 barils. Tout cela, aujourd'hui, n'est pas au rendez-vous. Et je crois que son héritage a été gaspillé et que l'avenir du pays passe absolument par sa libération si on veut que le pays ait un avenir économique et politique. Merci beaucoup Seydi Kaba d'être venu pour faire ce point sur la situation au Niger 2 ans après le coup d'État. Merci beaucoup. On passe à la Centrafrique où le président Faustin Archange Touadéra a été investi candidat à l'élection présidentielle prévue en décembre prochain. Une désignation sans surprise officialisée à l'issue du 2e congrès ordinaire du mouvement Cœurs Unis qui s'est tenu à Bangui le 24 et 25 juillet. Cette annonce intervient dans un contexte politique tendu alors que l'opposition réclame toujours l'ouverture d'un dialogue national avant toute avancée du processus électoral. Reportage de notre correspondant à Bangui, Cyril Jefferson Yapandé. Réunis à Bangui pour leur 2e congrès ordinaire, plusieurs milliers de militants du mouvement Cœurs Unis ont renouvelé leur soutien au chef de l'État. Une base mobilisée, unanime pour porter leur président à un nouveau mandat. Faustin Archange Touadéra n'a pas hésité un instant à répondre favorablement à l'appel de ses militants, leur promettant de remporter la prochaine élection présidentielle dès le premier tour. Aujourd'hui, soit 5 mois de la future présidentielle, ma réponse n'est plus à reporter, mes chers congressistes. Clairement, je réponds oui. Cette annonce a renforcé l'enthousiasme de ses partisans. Une joie très grande du fait que le président Faustin Archange Touadéra a accepté d'aller aux élections. Toutes les sœurs unies et frères unis sont contents. Étant membre de ce parti, partisan du mouvement Cœurs Unis, le chef d'État a favorablement répondu au peuple centrafricain dans son ensemble, de sa globalité, qui ont manifesté pour solliciter sa candidature afin de lui permettre de poursuivre les efforts qu'il a déjà enclenchés. Ce mandat sera le premier mandat du septennat. Ce congrès intervient alors que les préparatifs électoraux s'accélèrent dans un climat politique électrique. L'autorité nationale des élections, chargée de l'organisation du scrutin, fait l'objet de critiques récurrentes de l'opposition et de la communauté internationale sur sa capacité à mener le processus à son terme dans les délais. Le gouvernement, de son côté, se veut rassurant que les élections auront bien lieu d'ici la fin de l'année. Au moins 40 civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque d'une église catholique à Komanda, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les assaillants, identifiés comme les rebelles ADF affiliés au groupe État islamique, ont ouvert le feu et massacré des fidèles qui se préparaient à une cérémonie religieuse. Plusieurs jeunes ont été enlevés et des maisons incendiées. Cette attaque, qui survient après plusieurs mois d'accalmie en Ituri, porte à plus de 80 le nombre de civils tués par les ADF dans la région depuis début juillet. Au Soudan, ce sont les paramilitaires des forces de soutien rapide et leurs alliés qui ont annoncé un gouvernement parallèle censé administrer les territoires sous leur contrôle. Ils avaient annoncé ce projet en février à Nairobi, mais il a fallu des mois de négociations pour que les groupes armés parviennent à s'entendre. Les précisions de notre correspondant régional, Bastien Renouille. Il faut retenir principalement 2 noms suite à cette annonce effectuée depuis la ville de Niala, la plus grande ville du Darfour occupée par les forces de soutien rapide. Tout d'abord, Mohamed Hassan Al-Taïchi devient le nouveau Premier ministre de ce gouvernement parallèle. C'est un homme politique civil pas particulièrement connu pour ses liens avec les forces de soutien rapide. Et puis un autre nom, celui du général Emeti. Encore lui, le chef des forces de soutien rapide, devient le chef
du Conseil présidentiel. Alors, quel va être le rôle de ce Conseil? Difficile de le dire pour l'instant, mais si tous ces noms ont été annoncés, eh bien, c'est dans un objectif légitimer la coalition des forces de soutien rapide aux yeux des autres acteurs internationaux, notamment des autres pays ou encore de l'ONU. Mais voilà, ces acteurs, ils ne vont pas considérer qu'il s'agisse d'un réel gouvernement, puisqu'ils ont déjà l'habitude d'échanger avec le gouvernement mis en place par l'armée, qui, il faut le rappeler, est arrivé au pouvoir suite au coup d'État de 2021, durant laquelle l'armée avait mis fin aux espoirs de la révolution et des civils. Alors, quel va être l'impact suite à l'annonce de la création de ce gouvernement des forces de soutien rapide? Eh bien, sur les civils, probablement aucun, puisqu'ils sont victimes tous les jours des attaques à la fois des forces de soutien rapide, de l'armée et des autres groupes armés soudanais. Et puis au niveau politique, eh bien, aux yeux de nombreux experts, il y a de plus en plus de chances que cela aboutisse à une partition totale du Soudan, pays qui est déjà scindé en deux en réalité, entre le nord et l'est contrôlé par l'armée, le sud et l'ouest contrôlés par les forces de soutien rapide. Et de 10 pour l'équipe nationale féminine de football du Nigeria. Une nouvelle fois sur le toit du football continental. Les Nigérianes ont remporté hier à Rabat leur 10e sacre en 13 participations à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Elles se sont imposées face aux Marocaines qui échouent en finale pour la 2e fois consécutive, mais ont fait vibrer tout un pays. François Ferkadji a suivi le match pour France 24 dans la capitale marocaine à Rabat. Immense désillusion forcément pour les 21 000 spectateurs marocains et marocaines qui ont assisté à cette finale de la CAN au stade olympique de Rabat, puisque le Maroc menait 2-0 à la pause avant d'être rattrapé par le Nigeria qui a inscrit 3 buts en seconde période. Écoutez la déception de ces supporters qui espéraient obtenir un premier titre continental. On a gagné la première mi-temps à 2-0. On a cru que c'est bon, c'est fini. On a gagné la coupe, mais malheureusement... On a reçu 3 buts, le 3e but à la dernière minute, donc c'est le football. À tous les matchs qui se sont passés ici à Rabat, on est tous venus avec toute ma famille, parce qu'on soutient les Lions de l'Atlas et surtout on donne la motivation, parce qu'il y a plus le foot masculin qui est mis en avant et non le foot féminin. Un match extrêmement fort en émotion, pendant lequel les Marocains ont poussé leur équipe jusqu'à la dernière minute. Insuffisant, les Nigérianes ont encore une fois obtenu ce titre continental. C'est la 10e fois en 13 participations. Écoutez ces supporters nigérians qui sont venus soutenir leur équipe. Le Nigeria 10 fois champion. Comme on le dit chez nous, le Nigeria n'abandonne jamais. On est toujours combatif. C'est ça le football. Parfois on perd, parfois on gagne. Mais aujourd'hui, on a super bien joué et on méritait de gagner. Malgré la défaite, l'ambiance reste bonne ici à Rabat, alors que le Maroc accueille maintenant dans moins de 6 mois la Coupe d'Afrique des Nations masculines. Et en 2030, ce sera le mondial que le Maroc organisera avec l'Espagne et le Portugal. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Niamey à Bangui en passant par Rabat. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.